Bon, bah, je vous remercie tous d'être venus si nombreux par ce beau temps parisien. Je présente d'abord Clément un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Clément est historien des relations internationales et chargé d'enseignement à Paul Valéry à Montpellier et à Sciences Po Paris. Alors pour la petite histoire, je viens de l'apprendre aujourd'hui, il succède à François Nicoulot, qui depuis est mort il y a quelques années et qui était un des membres émérites du club et ambassadeur de France en Iran. Il est aussi chercheur associé à l'EHESS et spécialiste du monde iranien. Il a été auparavant, il a une longue carrière de chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, assistant à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, chercheur à l'Institut français de recherche en Iran à Téhéran et chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Il publie dans beaucoup de revues internationales et il a dirigé plusieurs ouvrages ou co-dirigé sur l'Iran et ses rivaux en 2020, l'Iran en quête d'équilibre, toujours en 2020, et bientôt en 2023 paraîtra un ouvrage qui s'intitule « Les relations irano-américaines depuis 1979 à l'épreuve de la République islamique », sachant que cet ouvrage est en fait tiré de son habilitation à diriger les recherches, qu'il a donc soutenu. Je vais soutenir. Qui va soutenir, voilà. Alors avec le sujet du jour, c'est quoi? Alors, on peut prendre par plusieurs bouts, effectivement, mais avec Femmes, Vie, Liberté, ce slogan qui a inondé les réseaux sociaux et pas que, et le mouvement national qui s'est déclenché en Iran à partir du jour où finalement a été officialisée la mort de Mahsa Amini à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour, entre guillemets, port de vêtements non appropriés. L'Iran se trouve aujourd'hui confronté à un soulèvement national. On parle de révolution, même il y a des hashtags révolution 2022. Et la répression depuis 3 mois maintenant n'est pas parvenue à endiguer ce mouvement. Récemment, je lisais, il y a beaucoup d'articles qui paraissent encore en ce moment, et notamment dans une logique, le dernier du Monde que j'ai trouvé pas mal, était il y a 3 jours, et était intitulé, écrit par 2 journalistes iraniens, en Iran, une défiance croissante entre la population et le régime. Et on nous cite effectivement les bazaris qui ferment les bazars à Téhéran, à Ispahan ou autres. Alors que c'était vraiment une clé de voûte au départ du régime de Khomeini. On parle du jeu qui s'est répandu en Iran, que personnellement dans les vidéos c'est assez réjouissant, sauf que c'est quand même pas très drôle sur le fond, où même des enfants font voler les turbans des religieux iraniens. Et plus sérieusement, pour Clément, aujourd'hui, il y a une triple impasse dans laquelle s'est enfermée la République islamique, que j'ai qualifiée, moi, de sociétale, politique et économique. Et on peut se demander si ça signe ou pas la fin, finalement, de ce régime. Comment ? Et quelles seraient les conséquences en fait géopolitiques? L'approche de Clément est assez géopolitique, je tiens à le signaler quand même, enfin, de mon point de vue, d'un changement de régime en Iran au niveau régional comme mondial. Voilà. Donc, pour donner un petit peu de chair au débat quand même, vous êtes spécialiste de l'Iran, Clément, mais pourquoi l'Iran? Alors oui, c'est la réponse est un peu décevante, hein, par hasard. Donc, en fait, j'étais à Genève, j'ai étudié les relations internationales et le professeur qui m'apparaissait comme le plus sympathique, parmi le groupe de professeurs du département d'histoire et politique internationale de l'Institut des hautes études internationales, était le professeur Mohamed Reza Jalili, qui est toujours actif sur les questions iraniennes, et avec qui je suis toujours en contact. Et je lui dis toujours, d'ailleurs, c'est à cause de vous que j'ai étudié l'Iran. Et ensuite, quand j'ai voulu poursuivre au niveau du doctorat, il m'a confié à son ami Farhad Khosrow-Kavar à l'EHESS à Paris. Et donc, après, j'ai dû aller en Iran, j'ai dû résider en Iran et apprendre le persan. Pourquoi? Parce qu'au début, j'étais avec un historien et ensuite, j'ai travaillé avec un sociologue. Donc, dans le deuxième cas, la condition pour que je puisse effectuer mes recherches doctorales et valider ma thèse était que j'apprenne le persan. Je ne pouvais pas me contenter d'étudier les archives britanniques ou les archives du Quai d'Orsay à la Courneuve. Ce n'était pas suffisant. Donc, c'est pour ça que j'ai l'approche à la fois sociologique et l'approche historique sur l'Iran. Et je pense que ça a été intéressant parce que pendant les premières années où j'ai résidé en Iran, je me suis concentré exclusivement sur l'apprentissage du persan.
Donc déjà à l'époque en République islamique, dans les années 2005-2009 pour moi, il était très compliqué de donner l'intitulé exact de son sujet. Il y avait beaucoup de pression sécuritaire déjà sur les Français qui résidaient en Iran. On connaissait déjà des prises d'otages. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 7 otages français en prison en Iran. Et donc déjà à l'époque, il y avait ce questionnement. Donc la stratégie que j'avais développée était d'abord d'être ami avec Pierre Fabiani, ici présent, le responsable de Total à l'époque, puisque ça, c'était les intérêts convergents de la France et de l'Iran, et aussi de me concentrer exclusivement sur l'apprentissage du persan. Et ensuite, dans les derniers mois, les dernières années de mon séjour en Iran, j'ai commencé à effectuer mes recherches, et j'ai très rapidement eu des problèmes, puisque j'ai été arrêté à l'aéroport à Téhéran en 2009 par les gardiens de la Révolution pour menace pour la sécurité nationale. Parce que le titre de ma thèse était les relations irano-russes. Et donc très clairement, pour le régime déjà à l'époque, la Russie était une question de survie du régime de la République islamique. Donc pour donner peut-être un peu de perspective historique au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement national en Iran, je pense qu'il faut partir de la révolution constitutionnaliste de 1906. Donc c'est vraiment le premier mouvement pour la démocratisation, pour les droits en Iran. Et déjà à l'époque, il y a ce débat sur la Russie qui soutient la monarchie absolue et l'Angleterre qui apparaît comme partisan du libéralisme persan. Et donc il y a une instrumentalisation géopolitique des débats internes au sein de la société iranienne finalement, puisqu'il y a des sociétés qui sont constituées. L'ambassadeur de France à l'époque parle de libéralisme persan. Donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui, qui se manifeste au grand jour sur les réseaux sociaux, cet anticléricalisme par exemple, que vous avez mentionné, existe depuis plus d'un siècle en Iran. Donc il y a ce mouvement constitutionnaliste qui va donner quand même, si vous voulez, une profondeur historique et une dimension culturelle locale au mouvement actuel. Ce n'est pas un mouvement qui serait importé de l'étranger, comme essaye de le laisser à penser le régime iranien, qui confond être libéral, être cosmopolite et être occidentalisé. Donc le premier point de vocabulaire, il n'y a pas d'Iraniens occidentalisés. Il y a des Iraniens cosmopolites. Et le régime essaye au contraire de caractériser ce libéralisme persan comme étant le produit d'une aliénation finalement. Parce que la République islamique est un régime qui a réécrit l'histoire du pays. Et dans cette réécriture de l'histoire de l'Iran, il y a cette quête d'authenticité que d'autres régimes autoritaires développent. Et donc ils excluent cette dimension libérale, cette dimension internationale finalement de l'identité iranienne. Alors pourquoi s'agit-il d'un mouvement national ? Parce que le régime aussi a une deuxième stratégie de propagande est de montrer que c'est le fruit de séparatisme ethnique. Et donc que ce serait un combat des Kurdes, des Baloutches. Et donc ils essayent de diviser finalement le pays en mouvements identitaires qui viseraient à briser le consensus national iranien. Ça fait partie de la stratégie de la stabilité ou du chaos. Et donc dans le scénario du chaos, il y a le risque de devenir occidentalisé, entre guillemets, donc de voir des discothèques à Téhéran, des centres de prostitution, etc. Donc ils ont tout un discours comme ça catastrophiste sur l'Occident décadent. Et l'autre aspect, c'est de faire peur en disant, en fait, ce n'est pas un mouvement démocratique, c'est un mouvement de balkanisation du pays. Et si jamais le mouvement l'emporte, l'Iran disparaîtra. Et donc ils veulent présenter la République islamique comme le garant de l'unité nationale. Alors la réponse des manifestants se trouve dans les slogans, où ils font le lien entre toutes les revendications dans les différentes parties du pays, et ils répondent à la propagande du régime en disant qu'ils sont tous unis pour renverser le régime, et ils disent que c'est le régime qui est contre la nation iranienne et contre le nationalisme iranien. Alors bien sûr, il y a un débat parmi les collègues, vous imaginez, dans mon milieu académique,
sur le nationalisme, parce qu'il a mauvaise presse. Donc il faut bien le définir. Là, ce qu'on voit en Iran depuis plusieurs années, au moins depuis 2009, le mouvement vert, c'est à la fois un combat pour la démocratisation, un combat pour la normalisation économique et une désidéologisation de la politique de l'État. Simplement d'avoir un État normal, un État modéré, un État qui défend les intérêts nationaux, mais pas dans le sens extrême droite du terme, dans le sens tout simplement se focaliser sur le développement socio-économique du pays, prendre en considération les préoccupations quotidiennes de la population et construire une politique étrangère pour assurer le bien-être tout simplement de la population, ce qu'au font la plupart des États. Et donc ce régime apparaît aujourd'hui à la fois comme incapable d'assurer la stabilité, parce que son maintien au pouvoir est une garantie finalement d'instabilité, vous le voyez, avec la répression permanente qui s'est installée depuis plusieurs semaines. Il est incapable d'assurer le développement économique du pays, puisqu'en fait son maintien au pouvoir est une garantie de tiers-mondisation du pays, de paupérisation de l'Iran et de déclin économique. Si vous voulez, la trajectoire historique de l'Iran, avant la révolution, l'économie iranienne est au niveau de la Corée du Sud. Et on disait l'Iran est le Japon du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le discours du régime a été d'abord l'Iran n'est pas la Syrie. Et là, j'ai vu qu'ils avaient un peu changé. Ils disent l'Iran ne sera pas le Soudan ou la Libye. Voilà, ça c'est le. Donc vous voyez, on est passé du Japon du Moyen-Orient. Donc c'est vraiment le déclassement, le déclin. Et donc là, il y a une impasse parce que du fait de la nature idéologique du régime, le développement économique n'est pas possible. Déjà, moi, j'ai toujours été un peu sceptique après l'accord sur le nucléaire. Je disais à l'époque, on ne peut pas aller à Davos le jeudi et crier mort à l'Amérique le vendredi. Ça ne fonctionne pas. Et donc Trump a clarifié cette ambiguïté, si vous voulez, qui avait été permise par Obama. Et donc depuis le retrait américain de l'accord en 2018, on sait que la population, dans sa majorité, a compris que si ce régime se maintient au pouvoir, il n'y aura pas de développement économique en Iran. Parce que l'ADN du régime théocratique est d'être opposé à l'Occident de manière identitaire. Donc c'est vraiment un régime d'extrême droite identitaire qui est fondé sur un aspect de l'identité iranienne, et c'est l'idéologisation de la religion. Donc on est quand même dans une réduction de l'identité nationale et la négation de la dimension multiple. Parce qu'on peut être kurde, iranien, hétérosexuel, homosexuel. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui apparaît au grand jour, c'est la diversité de la population, tout simplement. Et la diversité des idées politiques qui sont présentes en Iran, à la fois sur le plan sociétal, politique et même économique. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ce régime ne pourra pas répondre à ces demandes sociales, ça c'est l'impasse politique, puisqu'il n'est pas réformable. Donc toutes les tentatives de réforme depuis les années 90, et ça c'est l'autre grand débat dans la recherche, sur est-ce qu'il existe des modérés en Iran. C'est une vraie question, enfin pas en Iran, mais dans le cadre du régime de la République islamique. Et on voit aujourd'hui dans le cadre des manifestations, cette question se pose à nouveau avec les appels au dialogue. Donc en même temps que le régime perpétue des tueries de masse, donc là il va y avoir une réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève le 24 novembre, et donc il va y avoir une commission d'enquête, il va y avoir donc un travail qui va être fait sur ces violations des droits humains. Il y a des appels au dialogue. Mais le problème, c'est que les manifestants ne peuvent pas répondre à cet appel au dialogue parce qu'il est factice, puisqu'il se fait à un moment donné où la violence est au plus haut. Donc si vous voulez, le niveau de violence s'accroît et c'est à ce moment-là qu'on appelle au dialogue. Pourquoi ? Parce que le guide suprême a 83 ans, Ali Khamenei, et il est persuadé qu'il ne faut pas réformer en position de faiblesse. Et donc il a étudié le Shah d'Iran, il a étudié le cas de Gorbatchev. Et d'ailleurs, ses opposants, dans les années 90, l'ont appelé Ratami, le premier président modéré, entre guillemets, de la République islamique, qui a été élu en 97, l'ayatollah Gorbatchev. Et donc, c'est une question qui a été étudiée par les gardiens de la Révolution et l'État profond iranien. Et donc, il n'y aura pas de possibilité, si vous voulez, d'évolution.
Aussi parce qu'il y a cette idée que si on abandonne, si vous voulez, les tueurs du régime, les forces de répression, dans un schéma d'État criminel, ce qui est devenu la République islamique aujourd'hui, avec des crimes de masse, c'est un affaiblissement. C'est ce qu'a fait le Shah quand il a voulu réformer à la toute fin. Il a abandonné les éléments les plus durs de la SAVAK ou de l'armée et il a voulu recentrer sa politique. Et à ce moment-là, les plus fidèles se sentent trahis et c'est la chute. Et donc c'est pour ça que là, on est dans une surenchère permanente et que depuis 2 mois, le niveau de violence augmente. Et donc malheureusement, on peut s'attendre à encore plus de violence dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce qui va très mal avec le titre du livre qui est devant moi, L'Optimiste. Mais c'est très difficile d'être optimiste en République islamique. Alors, ce que font les iranologues, je vous donne le truc habituel si vous voulez, on dit qu'on est optimiste à long terme et pessimiste à court terme. Alors pourquoi optimiste à long terme? C'est parce qu'il y a ce libéralisme persan qui existe depuis 1906. Et quand vous entendez toujours dans les médias, il n'y a pas d'alternative à la République islamique, qui est un autre, si vous voulez, élément de langage de la propagande de la République islamique, c'est tout simplement parce que comme les incompétents sont au pouvoir, ils sont inquiets de savoir si les Iraniens compétents pouvaient accéder aux affaires, ils pourraient faire mieux. Et donc il y a cette idée finalement qui est développée par le régime, qui a éliminé toute opposition et qui a empêché, si vous voulez, l'émergence d'une opposition réelle, à part la question des modérés, ce qu'on appelle en sciences politiques la semi-opposition, qui est une opposition instrumentale pour gérer les mécontentements. Et donc là, le constat aujourd'hui, c'est que ce système s'est effondré. Donc le système de la semi-opposition ne fonctionne plus. Les slogans renvoient les réformistes, les modérés et les plus conservateurs dos à dos. Ils sont co-responsables de l'échec global du régime. Mais pour l'instant, les Occidentaux, les analystes ici, n'arrivent pas à identifier les mouvements d'opposition. Il faut savoir qu'en 1977-1978, les analystes de la CIA ne voyaient pas les religieux iraniens comme des opposants. Ils disaient que ce sont des Gandhi, des sortes de Dalai Lama, si vous voulez, des bouddhistes. Donc ils pensaient vraiment qu'il n'y avait pas d'opposition au Shah. Et jusqu'à 4 mois avant la chute du Shah, ils disaient qu'il n'y a pas d'alternative au régime impérial. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'identifier des mouvements d'opposition à l'intérieur de l'Iran aujourd'hui que le régime va perdurer. Donc ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer demain non plus. Mais ce n'est pas un argument, en fait, qui se vérifie dans les grands événements historiques, dans les grands bouleversements. On n'arrive pas à penser le changement. Et donc là, on est dans cette situation, finalement, où les manifestants n'arrivent pas à changer le régime à court terme, et le régime n'arrive pas à arrêter les manifestations. Donc on est dans cette impasse. Merci beaucoup Clément. J'aurais une petite question introductive à toutes les vôtres. Qu'est-ce qui a changé, ou pas d'ailleurs, dans votre analyse de la situation iranienne depuis en fait, le lancement du mouvement? Alors moi, j'ai pas beaucoup changé sur le... C'est pas parce que je suis chercheur que je dis ça, mais j'ai publié une tribune dans Le Monde 4 jours après le début des manifestations. Et j'avais dit ce sera soit la répression permanente, soit un changement d'identité du régime. Parce que le port du voile obligatoire est un élément de l'identité du régime. Et donc y renoncer n'est pas une solution possible pour le clergé officiel au pouvoir. Après, ce qui est surprenant, ce que tous les analystes, les observateurs de l'Iran considèrent comme une surprise, c'est la mobilisation et le fait que le mur de la peur est tombé cette fois. Et que toutes les parties de la société, toutes les classes sociales participent. Et donc il y a 2 choses qui sont inédites dans ce mouvement. Le fait que les classes populaires manifestent en même temps que les élites culturelles et sportives. Donc vous avez les stars du football, vous avez les chanteurs, vous avez les actrices, les acteurs de cinéma. Donc vous avez la véritable élite de l'Iran, culturelle, sécularisée, qui fait son coming out en quelque sorte contre le régime. Et vous avez aussi les classes populaires. Donc c'est la synthèse de l'ensemble des mouvements précédents.
Mais la surprise est limitée, puisque c'est un révélateur, si vous voulez, des mécontentements qui étaient sous-jacents. Donc ce qui est vraiment nouveau et impressionnant pour les observateurs, c'est le fait que tout ce qu'on entendait dans l'espace privé s'exprime dans l'espace public, se manifeste dans l'espace public. Donc c'est le mur de la peur qui est tombé, et le fait que cette peur du chaos commence à disparaître. Alors bien sûr, le régime parie sur la fatigue des manifestants, et les manifestants parient sur la fatigue des forces de répression. C'est pour ça que les manifestations ont lieu la nuit, et le guide suprême a fait un 8e discours hier ou avant-hier dans le cadre d'une présentation devant les forces armées. Il y a de plus en plus de discours qui sont en quelque sorte militarisés du guide suprême. Et il a parlé du fait que le régime misait sur la fatigue, non seulement des manifestants, mais du reste de la population qui avait peur du chaos. Et donc ça, c'est le pari. C'est vraiment le pari. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de voie de sortie par le compromis. Ce ne sont pas des dirigeants qui sont prêts à faire un compromis, parce que comme je l'expliquais, faire un compromis, c'est perçu comme ouvrir la boîte de Pandore, et in fine, cela garantirait la chute du régime. C'est le calcul pour l'instant, mais il peut évoluer évidemment. Alors j'ai une question, vous n'avez absolument pas, même pas prononcé le mot des femmes. Et moi j'ai autour de moi beaucoup d'Iraniennes ou de franco-iraniennes assez féministes, et qui pensent que c'est au départ quand même grâce aux femmes que tout ça s'est déclenché. Comment vous le voyez, vous? Oui, non, évidemment. J'ai écrit le slogan Femme, vie, liberté. Je pense que le slogan Femme, vie, liberté est en fait un programme politique alternatif à tout ce qu'a proposé la République islamique depuis 1979. Donc, on constate que l'apartheid sexuel, la ségrégation de plus de la moitié de la population et l'inégalité des droits est au cœur des revendications. Donc, c'est ce que j'appelle le libéralisme persan. Donc, dans le libéralisme persan, il y a effectivement l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, et aussi la question de la liberté pour les homosexuels et toutes les minorités en général. Et donc là, on est sur des tabous de la République islamique. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse. C'est justement parce que la question des femmes touche à l'identité du régime et permet au régime de dépeindre la décadence occidentale. Donc ça participe aussi au discours sur la dimension entre guillemets géopolitique qui est ajoutée par le régime pour décrédibiliser le mouvement à l'intérieur. Les femmes sont instrumentales donc dans la propagande, et donc ce mouvement est un mouvement d'émancipation, d'égalité des droits et de refus d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais ça va au-delà parce que tous les citoyens sont potentiellement réprimés en République islamique. Et c'est pour ça que le discours sur les Kurdes ou sur les Baloutches, qui auraient un combat séparatiste, ne prend pas. Parce qu'ils se sentent tous Kurdes, ils se sentent tous Baloutches à un moment donné. Et donc cette idée de donner une importance particulière à des revendications ou de les rendre spécifiques dans un régime qui va quand même discriminer la majorité de la population qui est à l'extérieur du régime. Donc on estime, et c'est des estimations de sociologues, il n'y a pas d'études statistiques fines si vous voulez, il y a quelques enquêtes d'opinion, entre 10 et 15% les soutiens du régime. Alors est-ce que ce mouvement va changer ce soutien ? Parce que ça c'est la clé pour l'avenir du rapport de force dont je vous ai parlé, entre les manifestants et les autorités. Ceux qui prennent des décisions, non, parce que les purges ont eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de diversité, les modérés sont exclus du système, et les modérés qui étaient vraiment réformateurs sont en prison, en exil. Donc il y a eu une purge qui a été terminée avec l'élection de Raïssi, qui est un ultra-conservateur, en 2021. Et donc il y a eu une réidéologisation des élites. Mais par contre, pour la base sociale, pour les soldats du rang ou les familles ou les groupes sociaux comme par exemple certains Bazaris, là on voit quand même une distanciation par rapport au régime. Donc il y a un coût, si vous voulez, à cette répression dont la question du droit des femmes et des droits de l'égalité homme-femme est centrale. Mais je pense que là on est sur une question de changement de régime. Parce que la question des femmes pose la question du changement de régime.
Bonjour monsieur. J'aurais voulu revenir sur la place du nationalisme dans tout ça. Pour tout dire, j'ai été frappé dans votre propos introductif par le fait que le régime emploie comme argument pour discréditer le mouvement révolutionnaire le fait que c'est un mouvement qui est contre la nation et qui n'emploie pas, ou en tout cas c'est pas ce que vous avez évoqué, par exemple la défense de la religion en premier lieu. Est-ce que, deux questions dans la question, si je puis dire, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que le régime actuel est, que l'ADN profond de ce régime est le nationalisme, autant que la religion, sinon plus, et deuxième, si je puis dire, partie de la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a dans la population quand même une demande profonde de nationalisme qui aura à être satisfaite dans tous les cas, y compris par un nouveau régime démocratique? C'est une excellente question. Alors, l'utilisation du nationalisme, on le voit aujourd'hui avec l'Iran va jouer contre l'Angleterre à 14h aujourd'hui pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et donc on voit, pour l'Iran, on voit des slogans qui sont affichés sur les grandes places à Téhéran. Et donc l'idée de récupérer les matchs de foot au service de la propagande du régime. Mais alors pourquoi ça échoue? Parce que d'ailleurs, il y a des joueurs de foot qui soutiennent les manifestants, qui l'ont fait savoir publiquement, même si une partie de l'équipe a aussi rencontré le président Raïssi. Mais pour répondre plus directement à votre question, la religion officielle est toujours utilisée par rapport aux forces de répression. C'est-à-dire les forces de répression tuent au nom de Dieu les manifestants. Et donc le régime nie la citoyenneté iranienne aux Iraniens, entre guillemets, occidentalisés, ce qu'ils appellent occidentalisés, sécularisés. Donc dans l'esprit du régime, il n'y a aucune opposition entre nation et religion. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, l'identité nationale iranienne pour la République islamique se réduit à la dimension religieuse. J'irai même plus loin. L'ayatollah Khomeini, quand il a pris le pouvoir, il niait même l'idée de nation. Il disait la nation est un complot des sionistes et des Américains pour diviser l'Oumma, la communauté des musulmans. Donc c'est un concept importé pour les islamistes radicaux, si vous voulez. Il faut bien comprendre l'idéologie, la filiation idéologique de l'ayatollah Khomeini, c'est les frères musulmans et ça y est preuve. Donc c'est vraiment, on est dans une idéologie qui nie l'identité nationale. Mais comme il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu ce qu'on appelle une adaptation du régime, si vous voulez, à la société iranienne. C'est ce qu'Olivier Roy a appelé au début des années 90 l'échec de l'islam politique et ce qu'il a appelé ensuite l'islamo-nationalisme. Donc ils ont tenté de donner un vernis nationaliste à une idéologie internationaliste. Alors, ce qui est intéressant dans ces manifestations, c'est qu'il n'y a pas de slogan religieux comme on pouvait en avoir en 2009, par exemple, dans les manifestations. Il n'y a pas... le régime n'est plus capable de se présenter comme défendant les intérêts nationaux. Donc les gens appellent le régime de la République islamique le régime anti-iranien de la République islamique. Donc, il faut distinguer ce qui relève du nationalisme populaire, donc par le bas, ce que j'ai essayé d'expliquer, avec cette priorité donnée au bien-être de la population, aux questions économiques, une désidéologisation, c'est-à-dire la fin du soutien à des causes comme le Hamas en Palestine, le soutien au régime de Bachar al-Assad, qui ont toujours été très impopulaires, mais que le régime repeignait sous le couvert, si vous voulez, de la lutte contre Daesh ou de la coopération contre le terrorisme. Donc il y a toujours eu un double discours, c'est-à-dire à destination de ces clientèles et à destination du reste de la population. Ensuite, est-ce que le nationalisme fait partie de l'ADN du régime? Non. C'est un régime qui, à l'origine, considère le nationalisme comme un produit de la pensée occidentale. Et donc dans le processus qui est entamé en 1979 avec la révolution culturelle, il y a une volonté de purger l'Iran du nationalisme. Donc, sur la question de la langue persane, qui est centrale, si vous regardez comment Layli Anvar, ma professeure de persan, définit
le nationalisme iranien et l'identité iranienne. Elle explique que la langue est beaucoup plus importante que la religion dans la définition de l'identité iranienne. Et donc, par exemple, ce que je vous explique se manifeste dans l'utilisation de mots arabes en persan par les autorités du régime, qui sera plus fréquente que parmi les Iraniens sécularisés. Pareil pour les prénoms, si vous voulez, d'origine arabe ou les prénoms persans. Vous avez un jeu sur cette question de la langue persane. Donc le nationalisme iranien, c'est d'abord la langue. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait fondamentalement d'extrême droite, comme on tend à le penser dans nos systèmes de pensée ici en Occident. Et dans le cas de ces manifestations, dire qu'il y a un soulèvement national n'est pas forcément quelque chose qui va renvoyer, si vous voulez, à une forme d'identité qui serait celle du régime précédent. Parce qu'il y a aussi cette question. Pour le régime actuel, c'est de dire aussi que ces opposants sont des monarchistes qui veulent le retour de l'ancien régime. Et donc, il est identifié à cette forme de nationalisme d'extrême droite dont je viens de parler. Donc, c'est pour ça qu'il y a, dans les milieux intellectuels parisiens, je dirais, une difficulté à comprendre que la République islamique n'est pas un régime nationaliste, parce que les collègues qui ont vécu la Révolution l'ont vécu comme une réalisation, si vous voulez, de leur thèse sur l'islamisme comme une forme de modernité autochtone. Voilà. Et ils ont caractérisé le régime précédent comme antinational. Donc là, on est sur des débats politiques, de définition, parce qu'il n'y a pas une définition unique de l'identité ou de la nation, en Iran ou ailleurs d'ailleurs. Et donc il n'y a pas de réponse définitive à votre question non plus. C'est pour ça que c'est une bonne question. Oui. J'ai visité l'Iran il y a 5 ans. J'ai fait 2 semaines et demie. C'était une visite touristique. Et j'étais frappé par plusieurs choses. Tout d'abord, on voyait que la population voulait reprendre contact avec les étrangers. J'étais vraiment frappé par ça. Les enfants, tout le monde. Première chose. Deuxième chose, c'est que les femmes, non seulement elles étaient mignonnes, à mon avis, mais on voyait qu'elles avaient une place beaucoup plus importante dans la société. Par exemple, à l'université, il y avait plus d'Iraniennes à l'université, et en effet, elles avaient de meilleurs résultats. D'accord. Alors, et puis, troisième chose, c'était que la société était divisée entre les religieux, d'accord. Le deuxième souche, c'était en effet ce que j'appelle les voyous qui terrorisaient le reste de la population. Et puis, la troisième partie, la population qui était pour moi tout à fait normale. Et à l'époque, je prévoyais que d'ici 10-15 ans, que l'Iran allait basculer. D'accord. Alors, la chose qui m'avait frappé, alors c'est ma question, c'est que à l'époque, on allait signer cet accord nucléaire et justement qu'on allait ouvrir le pays au commerce, au business et tout ça. Et moi, il me semblait à l'époque que ce serait le moyen de faire développer le pays et de ce fait-là, graduellement, d'accord, de revenir à devenir une société normale. Alors, j'aimerais votre opinion, c'est lorsque Trump a abrogé l'accord nucléaire. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous pensiez de ça, s'il vous plaît? Alors, il y a plusieurs points. Oui, les contacts avec les étrangers, ça c'est le premier point. C'est simplement parce que la révolution de 79 a été d'abord un repli sur soi. Et donc une fermeture du pays. Avant la révolution, il y avait 40, 50 000, on parle même plusieurs dizaines de milliers d'Américains qui vivaient en Iran. Il y avait des milliers de Français. Dans les années 2000, je crois qu'il y avait 3000 Français. Donc c'était très rare. Alors, ce que vous appelez étrangers, ce sont les Occidentaux. Parce que il y a des millions d'Afghans, il y a des dizaines de milliers d'Irakiens,
Donc il y a une diversité très importante au sein de la population iranienne. Donc là, vous parlez des Occidentaux. Donc oui, il y avait parce qu'il y a une curiosité, on ne connaît pas, on connaît par Internet. Moi, j'avais été frappé quand j'avais visité les masters d'études françaises à l'université Cheikh Beheshti à Téhéran. Il y avait des étudiants et des étudiantes iraniens totalement francophones qui n'avaient jamais été en France. Donc effectivement, ils avaient cette recherche de contact, et aussi parce que tout simplement, ils ont été privés. Donc depuis la révolution de ces contacts. Et donc il y avait aussi l'effet de vouloir fuir. C'est-à-dire l'Iran a le plus haut taux de fuite des cerveaux au monde, et donc par tête d'habitant. Et donc forcément, pour partir à l'étranger, il faut apprendre une langue étrangère. Et donc c'est pour ça que vous avez ces francophones, ces anglophones qui n'ont jamais été dans les pays. Parce que le but, c'est une question existentielle en fait. Apprendre une langue, c'est le passeport pour pouvoir recommencer une nouvelle vie ailleurs. Donc c'était le résultat de la fermeture et aussi de la quête pour une partie de la population. Il y a eu des sondages qui ont été faits sur le nombre d'Iraniens qui voulaient partir de la République islamique. Chez les jeunes, c'est très très important. À Téhéran, c'est plus d'1 sur 2. Donc pour quitter l'Iran, il faut rencontrer les étrangers. Et donc les destinations visées sont toujours les États-Unis. Et d'où le discours sur l'occidentalisation. Et le régime a une réponse à ça. Khomeini disait, on ne parle pas de la fuite des cerveaux, ce sont des traîtres, il disait. Après, les Iraniennes à l'université, oui, alors attention, parce que ce sont des mères éduquées, parce que le taux d'emploi des femmes en Iran tourne entre 13 et 17%. Donc certes, il y a plus de femmes qui étudient à l'université, c'est un argument du régime iranien, du féminisme islamique, entre guillemets, pour dire, voilà, on a éduqué la population, etc. Mais c'est malheureusement, dans la vie professionnelle, le taux d'emploi des femmes reste très faible. Il est aujourd'hui plus élevé en Arabie Saoudite, par exemple. Alors la société est divisée entre religieux, voyous et population normale. Bon, les religieux sont eux-mêmes divisés. Donc il faut distinguer entre la religiosité populaire, la religion officielle du régime. C'est pas parce que vous êtes croyant que vous soutenez ce régime. De moins en moins, je pense. Donc il faut nuancer. Ensuite, au sein du régime, il y a ceux qui répriment, qui sont payés, etc., parce qu'ils se battent pour leur survie économique. Il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Il y a les dissidents de l'intérieur. On le voit aujourd'hui avec toutes les démissions dans la télé officielle du régime. Beaucoup de présentateurs, présentatrices démissionnent. Et donc moi j'ai connu beaucoup de journalistes qui travaillaient pour les organes de propagande la journée, qui le soir regardaient la télévision occidentale. Donc il faut nuancer ces divisions, parce que je pense qu'il y a des gens normaux dans le régime, des gens pas normaux, etc. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouvrir le pays, le pari d'Obama, le fameux pari libéral. Alors oui, c'était une forme de naïveté, évidemment, parce que vous pensez que parce que vous êtes américain, vous pouvez influencer la destinée, la trajectoire historique de l'Iran. Très narcissique, très ambitieux, comme Trump, qui pensait, en se retirant de l'accord, détruire, entre guillemets, la nation terroriste iranienne. Donc ça, c'est du narcissisme occidental. Parce que du point de vue de l'Iran, des gens qui vivent là-bas, le sujet, c'est plus les sanctions, c'est plus ça. La majorité, dans les études d'opinion qui ont été faites, les enquêtes indépendantes, quand on leur demande est-ce que la situation du pays qui est terrible aujourd'hui est le fait des sanctions ou le fait du régime, je crois que j'ai publié ces chiffres dans mon dernier article, mais je crois que c'est 80 à 90% qui dit que c'est le fait du régime, de la mauvaise gestion et de l'incompétence des dirigeants iraniens, et 10% qui disent les sanctions. Donc cette question manifeste en fait l'hubris occidentale et le fait que les Occidentaux pensent que c'est leur politique qui détermine la trajectoire historique des autres pays. Alors dans mon livre sur les relations entre l'Iran et les États-Unis, j'ai conclu en disant quand Trump parle de l'Iran, il parle d'Obama, et quand Obama parle de l'Iran, il parlait de W. Bush. Et donc, si vous voulez, vous avez une dimension réactive dans la politique américaine qui se voit bien dans les documents qui ont été publiés dans les archives récemment, et notamment William Burns, qui est l'actuel patron de la CIA, qui a un memento, je ne sais plus le terme juridique du document, mais c'est le document qui va déterminer la nouvelle politique d'Obama à la fin de Bush. Et donc, on est passé des néoconservateurs américains qui disaient la démocratisation de l'Iran est un préalable à l'établissement d'un dialogue, à une administration Obama qui va dire l'Iran c'est Khamenei. Voilà.
un acteur unitaire. C'est écrit. Hein. D'ailleurs, c'est fondé sur une hypothèse que je trouve pertinente. William Burns explique qu'il faut arrêter de jouer les modérés contre les conservateurs. Donc lui, il avait compris en 2008-2009. Les Européens, ils ont compris ça au mois de septembre, quand il y a eu les manifestations en Iran. Parce que jusqu'à fin août, il y avait cette idée en Occident qu'il fallait négocier avec l'État officiel iranien pour essayer de normaliser, de les renforcer, etc. Et de lutter contre les plus radicaux. Parce que le régime a ce génie de toujours trouver plus radicaux que ceux qui sont au pouvoir. Donc si vous voulez, au début, il y avait Rafsanjani, Ratami apparaissait comme modéré. Après, vous avez la fin de Ratami, vous avez Ahmadinejad. Après, c'est Rouhani qui apparaît comme modéré, alors Rafsanjani était considéré comme un conservateur des années 90. Vous voyez. Et donc, vous avez du rebranding de modéré tout le temps dans le régime, qui a très bien fonctionné. Et donc, les Européens, pourquoi ils voulaient s'appuyer sur leur modéré, entre guillemets, et pourquoi les Occidentaux en général? Parce que l'alternative à Trump, si vous voulez, c'est de croire qu'il y a un modéré. Parce que tout simplement, les Européens, ils veulent préserver leurs ambassades, ils veulent préserver ce qu'ils appellent la relation avec l'État iranien. Et donc pour le diplomate, la relation, c'est une fin en soi. Et donc il n'y a pas de considérations morales qui peuvent intervenir. La limite, et ce qui s'est passé au mois d'août-septembre pour les Européens, c'est que le compromis, à un moment donné, devient de la compromission. Et donc il y a un risque réputationnel. Et quand le président Macron a rencontré le président Raïssi après le début des manifestations, le coût en termes d'image pour le président Macron a été tel qu'il a dû rétropédaler. Et un mois plus tard, il a rencontré les activistes iraniennes pour rééquilibrer. Et donc là, on est dans une approche, disons, plus réaliste. Mais dans les deux cas, Trump et Obama, l'Iran se résume à la question nucléaire. Paradoxalement, les seuls qui avaient investi sur la société, le changement, c'était les néoconservateurs américains. Si vous relisez ce qui était produit à l'époque de W. Bush sur l'analyse de la société iranienne, c'est plus pertinent que ce qui a été développé comme idée sous l'administration Obama, avec ce bémol, c'est-à-dire que la solution qui a été proposée à l'époque pour démocratiser l'Iran, c'était une guerre américaine. Et donc là, c'était pas tellement sur l'analyse qu'il y avait un problème, mais c'était sur la déduction politique, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va tirer de ce constat. Et donc, ce qui s'est passé un peu sous Obama, je pense qu'on a changé le constat pour éviter d'en tirer la conséquence qu'il fallait faire une guerre à ce régime. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'outils. Je pense que c'est très difficile pour des politiciens occidentaux de dire qu'ils n'ont aucune influence sur les événements. Ce n'est pas un discours politique qui est audible, si vous voulez. Est-ce qu'il fallait signer cet accord nucléaire, d'accord, ou est-ce qu'il fallait, à votre avis, l'abroger comme a fait Trump? Quel est votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Je pense que ce n'est pas le sujet. En fait, c'est ça, à mon avis. Mon avis, c'est que le sujet n'est pas le nucléaire. Voilà. En fait, je vous réponds depuis tout à l'heure. Mais en fait, ma réponse, c'est que l'Iran ne se résume pas à une bombe atomique qui n'existe pas. Donc j'ai fait l'histoire des prédictions de la bombe. La première prédiction date des années 70, National Assessment, déjà, des États-Unis, 75-76. Ils prédisent une bombe, production de systèmes d'armes atomiques en Iran, milieu des années 80. C'est urgent, c'est très dangereux. On est au milieu des années 70, sous le Shah d'Iran. Et donc on est déjà dans l'alarmisme. Alors vous savez, vous avez des articles pour regarder depuis une trentaine d'années, l'horloge nucléaire tourne, l'urgence nucléaire. Là, pendant 18 mois, les Occidentaux, ils nous ont abreuvé d'éléments de langage jusqu'à début septembre. Et là, ça s'est arrêté brutalement. Parce qu'il y a eu les manifestations en Iran. C'était le nucléaire est la priorité, c'est extrêmement urgent. Et donc, parce que, tout simplement, ce sont les stratégistes qui contrôlent le dossier dans nos systèmes administratifs. Donc pour la France, c'est depuis 2005-2007. Et donc les bureaucrates qui contrôlent le dossier sont spécialistes du nucléaire. Ils ne parlent pas persan, ils ne connaissent pas le pays. Et donc forcément, ils parlent du nucléaire, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Et c'est pour ça que vous êtes abreuvé d'informations sur le nucléaire. Vous pensez que l'Iran, c'est une question nucléaire. Ce n'est pas la question, c'est une question du régime politique. Et donc, en ce sens, on voit que c'était déjà le cas en 2009. Quand il y a eu les mouvements verts, Obama a dit, et c'est la plus grande erreur dans ses mémoires, il a 2 pages. Là, c'est Massa Amini, à l'époque, c'était Neda Sultan. Et il regrette de ne pas avoir soutenu. Il dit, je n'étais pas un être humain.
J'ai écouté mes conseillers Iran, mes experts Iran, qui m'ont dit surtout, il ne faut rien dire, sinon vous allez alimenter la propagande du régime. Et c'est son plus grand regret. Il a d'ailleurs fait une vidéo, Barack Obama, pour soutenir le mouvement actuel. Donc je ne pense pas qu'en se déshumanisant, en se focalisant sur des questions techniques, on comprenne les trajectoires historiques des pays. Donc il y a une forme, si vous voulez, en Occident, alors que ce programme nucléaire nous allait très bien dans les années 70, puisque ce sont les Américains qui ont lancé le programme nucléaire iranien, les Français et les Allemands ont beaucoup travaillé dans les années 70. Et si vous voulez, les éléments qu'on a amenés après, sous la République islamique, contre le nucléaire iranien, on disait le contraire à l'époque du Shah, et c'était le même programme nucléaire. Donc il y a beaucoup d'arguments d'autorité, si vous voulez, qui sont liés au statut géopolitique de l'État qui a ce programme nucléaire. Donc la perception est biaisée, elle est politisée, en un sens, et c'est normal, parce qu'on est allié avec Israël, parce qu'un régime qui est prêt à tuer sa population, c'est vrai que s'il détenait des systèmes d'armes nucléaires, ce serait catastrophique. Alors pourquoi je ne partage pas cet alarmisme? Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas le sujet? Parce que je ne pense pas qu'actuellement, la priorité du régime soit de fabriquer des systèmes d'armes nucléaires. Bonjour. Qu'en est-il de la pratique rurale de la religion? Parce que nous visitons l'Iran, nous sommes allés 2 fois, mais c'est toujours un tourisme urbain. Et il y a une interrogation profonde. Quand même, le régime religieux a été soutenu au départ d'une façon quasi unanime. Et d'autre part, y a-t-il une armée iranienne? Alors le soutien au régime unanime, non. Parce que, vous savez, même ceux qui ont renversé le Shah, c'est la théorie de la révolution volée pour tous les mouvements de gauche iraniens, qui ont été très importants dans la chute du régime précédent. Et donc, ça, si vous pouvez lire un livre de mon professeur Farhad Khosrow-Kavar, L'utopie sacrifiée, il y a une période d'unanimisme révolutionnaire, parce que tout le monde est d'accord, et là vous avez raison, c'est un mouvement de masse pour la chute du Shah, mais pour la République islamique, non. Dès le référendum d'avril 1979, certains mouvements de gauche sont déjà contre la République islamique. Donc c'est faux de penser ça. Jusqu'en 1983, il y a des purges. 1983, c'est les procès staliniens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, Khomeini a fait des procès staliniens à des staliniens. Donc au Toudé, au Parti communiste iranien. Donc cette idée de l'islamo-gauchiste, si vous voulez, que vous entendez en France, c'est stupide parce que vous voyez bien que dans un mouvement révolutionnaire où le Shah d'Iran avait raison, ce qu'il a renversé, c'était l'alliance du rouge et du noir, mais le noir a tué le rouge. Donc ils n'ont pas gouverné ensemble. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a pas jamais eu ce soutien massif. Ça, c'est la propagande du régime qui l'a fait croire. Vous pouvez aussi lire un autre livre de quelqu'un qui nous a quittés très récemment, qui est à mon avis le meilleur livre qui existe sur cette période, un livre de Marc Kravetz. Alors, écoute, vous pouvez trouver à 1 € sur Amazon. Iranonox, la nuit iranienne. Il date de 1982. Ça, c'est vraiment le livre de référence. Et vous allez voir comment ils ont fermé en 82, qu'ils ont contrôlé l'information et ils ont créé cette image. Alors, sur la pratique rurale de la religion, il y a beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances populaires. C'est Anne-Sophie. Alors là, vous devez lire un livre de ma collègue qui est à Téhéran avec moi à l'Institut français de recherche en Iran, qui a fait une ethnologie d'un village d'Iran, Anne-Sophie Vivier-Murezan. Et donc, je vais vous donner le livre. C'est sur exactement votre sujet, Anne-Sophie. C'est le meilleur livre qui existe sur ça. Murezan. Attendez, je vais donner le titre. Elle est docteure en théologie, en anthropologie. Elle est directrice de l'Institut supérieur d'études œcuméniques à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Elle a écrit un livre, je n'ai pas son titre, mais c'est vraiment le livre de référence sur votre question. Elle a vécu dans le village. Pendant des mois et des mois, elle a vécu avec les gens. Elle a vécu dans une famille iranienne, dans un petit village à côté de Kerman. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure les dissensions instrumentalisées ou non entre modérés, réformateurs et conservateurs du régime. Vous parliez également de la durée assez inédite de ces protestations et contestations actuelles. Ne pensez-vous pas, ou quelle serait votre opinion sur le fait que modérés ou non modérés, conservateurs ou non, que le régime actuel en place cède sur une partie des revendications pour pouvoir se maintenir en place, au risque d'avoir le chaos qui perdure et d'être renversé, ou au risque de se voir
confisquer le pouvoir, non pas par une société civile qui, même si c'est une propagande du régime, est plus ou moins inexistante, donc de se faire conserver le pouvoir par d'autres composantes du régime actuel, les gardiens de la Révolution, les Bassidji ou autres organisations policières. Merci. Oui, ça me permet aussi de répondre à la deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu sur l'armée. Donc l'armée est divisée en deux corps. Le corps des gardiens de la Révolution, qui est une armée idéologique dont la vocation est de défendre la révolution islamique. Donc c'est une armée à vocation mondiale, donc ce n'est pas une armée au sens traditionnel. Et l'autre partie, c'est l'Artèche, donc l'armée régulière. Mais malheureusement, cette armée régulière, qui est une fonction normale d'une armée dans un État, est pasdaranisée, si vous voulez. Donc elle a été, depuis notamment la guerre de Syrie, elle a travaillé sur commandement pasdaran. Donc il y a une évolution de cette division qui avait été pensée par Khomeini pour éviter les coups d'État. Donc vous évoquez le scénario d'un coup d'État militaire qui est un peu en vogue dans les cercles décisionnaires chez nous, hein, stratégiques, parce que c'est très difficile, ce qu'on appelle penser l'impensable. Donc comme au moment de 78, les analystes n'y arrivent pas parce que penser l'après qu'on ne connaît pas, l'incertitude fait peur. Et donc le régime va jouer là-dessus, cette peur de l'après. Cette idée qu'il n'y a pas de société civile en Iran, qu'il n'y aurait pas de médecins, il n'y aurait pas d'artistes. Évidemment qu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'artistes, beaucoup de chefs d'entreprise tout à fait compétents et beaucoup plus compétents que les gens qui exercent les fonctions régaliennes actuellement. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'il existe une alternative. Il existe une alternative bien meilleure que le régime actuel, puisque travailler pour le régime actuel est un signe d'incompétence le plus souvent. Donc pour répondre à votre question sur un possible compromis, on peut tout imaginer. Effectivement, comme historien, je ne peux pas prédire l'avenir. Et je sais très bien que moi, je ne crois pas au scénario du coup d'État des pasdarans, mais j'ai beaucoup de collègues qui misent là-dessus parce que le calcul est le suivant. Je vais vous le présenter, mais je n'y adhère pas. Face à l'anticléricalisme, si vous voulez, massif de la population, la détestation des mollahs et des clercs, qui sont en fait une classe sociale qui s'est enrichie en demandant au reste de la population de s'appauvrir, ce qui est quand même assez intéressant sur le plan politique, une performance. Donc c'est vraiment une classe qui a bien réussi sous la République islamique. Et donc les pasdarans se débarrasseraient des religieux pour créer une dictature militaire qui défendrait les intérêts nationaux du pays. À mon sens, ça ne fonctionnera pas parce que, comme je vous l'ai expliqué, le régime est un bloc minoritaire, mais néanmoins solidaire, parce que, comme je l'ai expliqué, si on commence à lâcher une partie des groupes qui soutiennent le régime, il y a un risque d'effondrement immédiat. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit réformable. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont dit en Occident, je vous renvoie à certains articles qui s'appellent par exemple un qui fait rire aujourd'hui, Quand l'Iran s'éveillera, qui a été écrit par un éminent collègue dans les années 2000. Moi, je suis l'élève d'un professeur qui a écrit L'illusion réformiste en 2000. Donc, c'est à mon sens, pour les historiens qui lisent les sources, si vous lisez le discours du guide de hier sur ceux qui vont se fatiguer, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une phase de réforme. Il est dans une phase de combat, d'une guerre au nom de Dieu contre sa propre population, qu'il ne considère plus contre sa population, puisqu'il leur nie le fait d'être des Iraniens comme eux. Donc il y a un problème, si vous voulez, ce n'est pas un régime nationaliste comme ça a été dit précédemment, c'est un régime qui a divisé la nation iranienne. Il y a plus de 5 millions d'Iraniens à l'étranger, il n'y avait pas de diaspora iranienne avant la Révolution. Donc vous voyez, c'est un régime qui a fracturé la société iranienne. Et donc, je ne vois pas comment il pourrait organiser la réconciliation avec ces mémoires qui sont à vif, qui sont avec les martyrs qui sont en train, les manifestants qui sont en train de devenir des martyrs, avec toutes ces manifestations qui ont lieu parce que le régime a tué. Donc pour l'instant, on est dans une phase de répression-manifestation. Alors comment en sortir ? Par la terreur, c'est ça la méthode du régime. Sauf que comme je vous l'ai dit, la nouveauté c'est que cette fois, ça fonctionne moins bien. Merci beaucoup pour ces éclairages extrêmement intéressants. J'ai 2 questions. Petit 1, y a-t-il des forces économiques susceptibles de jouer un rôle dans un renversement du régime ou même pas, parce que pour toute une série de raisons que vous avez énoncées. Deuxièmement, pouvez-vous nous dire un mot des relations internationales de l'Iran ?
d'une part avec des pays comme Russie, Chine, Turquie, d'autre part avec des adversaires patentés comme l'Arabie Saoudite et Israël. Là, on peut faire une deuxième conférence. Voilà, c'est ça. On écrit, on peut se on écrit réunir un la bouquin. semaine prochaine, on revient. Alors, les forces économiques, dans ça, c'est une bonne question. La première, elle est originale. J'aime bien, sur le renversement du régime. Oui, parce que le bazar, comme vous le savez, a joué un rôle dans le renversement du régime précédent. Donc là, le fait qu'il y ait des grèves, des fermetures sur le plan symbolique, c'est très puissant pour l'imaginaire des Iraniens. Alors après, c'est une économie politique, c'est-à-dire dans la République islamique, plus de 80% de l'économie est étatisée ou semi-privée. Alors, ce qui peut jouer un rôle, c'est le mécontentement du secteur privé qui dépend beaucoup de l'utilisation d'Internet. On a estimé en Iran le coût de la fermeture d'Instagram, 1,5 million d'euros par heure. Donc là, vous avez beaucoup d'acteurs privés, de start-up qui vivent avec le fonctionnement d'Internet, qui sont perturbés par cette répression. Donc cette répression a un coût économique très élevé. Et ça compte dans la possibilité de trouver un compromis, parce que le régime, je vous l'ai expliqué, je crois assez, il ne pourrait pas faire un compromis politique. Il ne pourrait pas faire un compromis social ou sociétal. Et il peut faire un compromis seulement sur l'économie. Mais la répression, la surenchère sécuritaire aggrave les problèmes économiques du pays et va susciter un mécontentement et un isolement encore plus grand. L'infréquentabilité de l'Iran va encore augmenter. Donc ça fait le lien avec la deuxième question, parce qu'il faudrait que ces forces économiques puissent se développer de manière autonome, indépendante de l'État. Ce qui n'est pas possible. Et c'est ça aussi l'échec du pari libéral d'Obama. C'est de dire on va investir en Iran, créer un secteur privé. C'est les passedarans qui allaient capter de toute façon la manne en cas d'ouverture en 2015. Et c'est pour ça que le pari libéral ne fonctionne pas. On l'a vu avec la Chine. C'est pas parce qu'il y a une libéralisation économique qu'il y a une libéralisation politique. Il n'y a pas d'automaticité. Donc le cas iranien le montre également. Alors sur le plan international, oui. Alors les forces économiques maintenant vont développer les relations avec la Russie. Donc vous avez des centaines d'entrepreneurs russes qui visitent l'Iran. Vous avez le système MIR qui va être adopté, le système de carte bancaire russe. Donc vous allez avoir une imbrication très forte. L'Iran va fabriquer des centaines de drones sur le territoire russe, va livrer des centaines de missiles probablement dans les prochains jours à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Donc là aussi, coût économique très élevé par rapport au potentiel rapprochement avec l'Occident. Pourquoi ? Parce que la Russie est un compétiteur de l'Iran. Donc elle va investir dans le pétrole. Je crois que Pierre avait envoyé l'information, 2 ou 3 milliards cette année, les entreprises russes dans le secteur pétrolier, gazier iranien. Mais ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas un client, hein, ce n'est pas un acheteur de pétrole. Donc ils vont faire des systèmes de contournement des sanctions ensemble. Ils vont survivre ensemble. Il va y avoir une solidarité de sanctionnés. Grosse coopération dans le domaine militaire. L'Iran livre aussi des munitions d'artillerie. Ce qui est très important pour la Russie, comme la Corée du Nord. L'Iran peut aussi bénéficier d'une modernisation de tous ses systèmes de défense, donc passer du S-300 au S-400 pour les systèmes antimissiles, obtenir le Tor M2, Tor M3 plutôt que le Tor M1, moderniser toute son aviation militaire, avoir des Sukhoi 35. Donc il y a vraiment un projet d'amélioration des forces armées. Donc il faut bien comprendre, le projet de la République islamique, c'est un projet sécuritaire. Donc c'est d'ailleurs le reproche qui est fait. Quand je vous ai dit, les manifestants demandent la focalisation sur le développement socio-économique du pays, c'est parce que le régime se focalise sur les questions sécuritaires et militaires. Et donc là, avec la Russie, il y a une grande complémentarité dans le militaire. Parce que la Russie est un partenaire qui peut faire un saut qualitatif aux équipements militaires iraniens et à améliorer. Et il y a un retour d'expérience aussi de l'utilisation des armes iraniennes sur le théâtre ukrainien. Donc là, il y a un bénéfice très, très clair. La Chine pourrait jouer le rôle d'alternative, sauf que comme vous le savez, la Chine ne va pas sacrifier ses relations avec les États-Unis pour l'instant, pour le marché iranien, ou le marché russe d'ailleurs. C'est pour ça que les Chinois sont très prudents dans les deux cas. Mais sur le plan de l'énergie, oui, ça ne permet pas le développement, mais ça permet la survie à chaque fois. C'est ce que je vous ai dit sur mon arrestation par les passedarans, avec mon sujet de thèse sur les relations irano-russes. Ça ne leur plaisait pas du tout. Ils ne sont pas d'accord, parce que pour eux, c'est une question de maintien au pouvoir. La Turquie, c'est plus complexe. Je dirais qu'il y a une rivalité très forte qui est en train de s'accroître au Caucase. On n'en a pas parlé, mais ce n'était pas le sujet, sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc,
tension très forte entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Le fait que les drones iraniens rencontrent des drones turcs sur plusieurs théâtres maintenant. Donc vous avez ça au Kirghizistan, vous avez ça en Ukraine, vous avez ça en Irak. Donc vous avez une confrontation militaire aussi régionale irano-turque. Mais en même temps, vous avez des bonnes relations économiques. Donc un Iran isolé a besoin de la Turquie pour contourner les sanctions. Donc vous avez des dynamiques contradictoires et la capacité à compartimenter les dossiers. Et je termine très rapidement parce que c'est une très longue question sur l'Arabie Saoudite et Israël. L'Arabie Saoudite est perçue aujourd'hui comme une menace existentielle parce que l'Arabie Saoudite a investi notamment dans les médias en persan et donc a une capacité de diffusion, si vous voulez, des informations et de compréhension de ce qui se passe dans la société iranienne qui est très importante, de même qu'Israël. Il y a eu un effort, un investissement très fort qui ont été faits dans les deux cas pour comprendre l'Iran, au-delà du nucléaire d'ailleurs. Et ça, c'est une différence avec nous. Et d'ailleurs, les pays de la région, à part Israël évidemment, qui est sur la même ligne que l'Occident, mais l'Arabie Saoudite, les Émirats, et comme les militaires français pensent aussi comme ça, la dissuasion iranienne n'est pas nucléaire, elle est balistique et au niveau des missiles. Elle est dans le militaire conventionnel. Et donc ces pays-là se préoccupent à la fois de cet aspect-là et des liens transnationaux, parce que les capacités de répression iranienne sont régionales. Comme je l'ai dit, les forces qui répriment à l'intérieur de l'Iran sont déjà intervenues en Irak ou au Liban. Donc il y a aussi cette dimension régionale de la présence iranienne qui est importante dans le contexte des manifestations internes et la volonté aussi d'externaliser le conflit. Donc le régime, pour alimenter le discours sur le séparatisme, moi ou le chaos, va aussi créer une situation de guerre psychologique. Ils ont encore attaqué le Kurdistan d'Irak hier, je crois, avec 3 missiles. Donc il y a des attaques incessantes, si vous voulez, pour maintenir un état de tension. Il ne faut jamais oublier sur les femmes qui sont arrivées en masse à l'université. C'est un fait. Personne ne l'a jamais discuté. La seule chose, c'est qu'il fallait bien voir là l'erreur du Shah d'Iran, qui, dans un esprit à l'Atatürk, avait libéré les femmes du voile. En particulier, à l'université, il était interdit. Résultat, les femmes, parce qu'il n'y a pas que des citadines, surtout en Iran, hein, et à l'époque, remettez-vous à l'époque, l'Iran, c'était très, très, très agricole. Hein. Et donc, les femmes de la province n'allaient pas à l'université parce qu'il n'était pas question de se faire traiter de prostituées par leur famille, leurs amis, etc. Donc, quand la révolution est arrivée, qu'ils ont rétabli le voile, mais il y a eu une arrivée massive de femmes. Ça n'a pas changé leur quotient intellectuel, leur capacité intellectuelle, mais elles y sont allées parce qu'elles n'étaient plus traitées, elles pouvaient se présenter. Donc c'est des points de détail qui changent tout. Alors, sur les étrangers, les chiffres qu'on regardait à l'époque, c'est qu'il y avait à l'époque, je vous dis, donc 2007, 2006, par là, transition entre Khatami et Ahmadinejad, là, par là, on disait qu'il y avait 15 000 étrangers en Iran, essentiellement à Téhéran. Ça, c'est vrai. Alors, c'est peut-être 20 000, c'est pas moi qui vais pinailler, c'est pas ça le sujet. Mais ça voulait dire que la SAVAK n'avait aucun problème pour mettre un policier derrière chaque étranger, femmes et enfants comprises. Hein. Donc, c'était pas un problème. Donc on était dans une sécurité inimaginable. Jamais un instant je me suis senti en danger en Iran. C'est une remarque. Hein. Et ça, nous étions entièrement surveillés, constamment. Et c'est une façon de vivre. Hein, ce n'est pas des choses bien extraordinaires. Moi, je pense que vous avez une vision très erronée de la femme iranienne à l'époque du Shah. Elles n'étaient pas traitées comme des prostituées si elles allaient à l'école dans les villages. Non, permettez, excusez-moi. Non. Alors, à l'époque du Shah, Farhadiba a ouvert les facultés, les universités, les écoles. Elles y allaient. Certaines ne pouvaient pas y aller, je suis d'accord avec vous, mais c'était une toute petite couche. C'était une petite couche. Des gens vraiment... Pardon. On a droit à la révolte des femmes iraniennes dans la salle, c'est pas mal. Hein. Mais Je suis désolée.
désolée. On va laisser Clément. Je sais de quoi je parle. Merci, merci. Mais vous avez une question pour Oui, Clément? j'ai une question, Voilà. mais c'est une vision erronée, pardon. Donc, je suis obligée de rectifier. Et il y avait peut-être des répressions au temps du Shah, mais les gens n'étaient pas surveillés, comme vous le dites. Et en tout cas, il y avait la stabilité en Iran, il y avait l'économie qui était florissante et dans le Moyen-Orient. Mais je comprends votre position, mais je pense que c'est très erroné. Alors, je reviens à la question et après, on pourra en débattre autant que vous voulez, avec grand plaisir. Ma question pour Clément, qu'est-ce que l'Occident a gagné aujourd'hui avec le changement de régime? Parce que l'Iran et les femmes ont beaucoup à gagner, l'Orient, certaines parties de l'Orient a gagné, mais qu'est-ce que les Occidentaux ont à gagner? Et je voulais juste revenir sur votre remarque par rapport à Obama, qui, mea culpa, pauvre chéri, 15 ans après, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils disent que on n'a pas soutenu. Je suis désolée. Voilà, exactement. Ils ont fait pareil en Irak. Ils ont dit, il y a des bombes, il y a des choses partout. Eh bien, il n'y en avait pas. Alors, c'est facile de s'excuser 15 ans après. Mais qu'est-ce que l'Occident a gagné aujourd'hui avec un changement? Merci. C'est une très bonne question. D'ailleurs, dans mes échanges que je peux avoir avec les autorités de certains États occidentaux, je leur dis, vous n'avez aucun scénario avec le maintien de ce régime qui est favorable aux intérêts occidentaux. Donc avec les gens qui sont en charge de la politique en Occident, il faut faire du contrefactuel. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser le changement. Ce n'est pas possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour le diplomate, la relation, c'est une fin en soi. Donc, ils penseront la nouvelle relation quand elle sera là. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas penser le changement avant qu'il ait lieu. Ça, ce n'est pas une possibilité. Ils l'ont fait, par exemple. C'est le traumatisme de l'exemple de la Syrie. Donc, déjà, il faut expliquer, tout simplement, que l'Iran n'est pas la Syrie, que leur traumatisme qu'ils ont subi sur la révolution syrienne, notamment au Quai d'Orsay, c'est un traumatisme, certes, parce qu'ils ont dû penser l'après Bachar al-Assad. Il n'est jamais arrivé. C'est pas une comparaison parce que la situation en Iran est très différente. Les islamistes sont au pouvoir, ils ne sont pas dans l'opposition. Il y a quand même une société qui est très différente en Iran par rapport à la Syrie. Et donc on ne peut pas calquer le modèle syrien. C'est ce que fait le régime pour faire peur, mais ça fonctionne assez bien, si vous voulez, en Occident. Donc déjà, il faut comprendre le logiciel de ceux qui réfléchissent chez nous sur les questions du changement de régime. Il y a déjà ce traumatisme qui est très fort avec la Syrie, l'Irak de 2003, l'Afghanistan de 2001. Et donc, le mouvement iranien est aussi victime, si vous voulez, de la frilosité, je dirais, de la prudence de l'Occident, qui peut s'expliquer par ses expériences historiques, qui certes ne peuvent pas être calquées, mais qui sont quand même des éléments qui participent à la réflexion. La France, par exemple, parce que on est en France, qu'est-ce que la France aurait à gagner d'un changement de régime? La France n'a pas pu établir une relation de travail fonctionnelle avec ce régime. Il y a toujours eu des otages français en prison en Iran. Bon, il y a des phases, si vous voulez, plus ou moins fortes. Là, on est plutôt dans un retour aux années 80 en ce moment. Donc, est-ce que l'ambassade de France va rester ouverte à Téhéran? Donc, il y a le débat sur la fermeture de l'ambassade, parce qu'il y a la question politique que je viens d'évoquer. Donc là, ça sera vraiment en dernier recours. Parce que comme la relation, c'est une fin en soi, maintenir l'ambassade, c'est la priorité absolue pour les autorités diplomatiques de la France. Mais en même temps, il y a les risques sécuritaires. Donc c'est un régime qui n'hésite pas à prendre des otages, à échanger des êtres humains. Donc la vocation aussi de l'État français, c'est de protéger les citoyens qui sont en Iran. Donc je dirais qu'il y a une peur de l'inconnu en Occident qui est toujours plus forte que le prix à payer pour la compromission morale avec le statu quo, si vous voulez. Donc à court terme, comme je suis réaliste, je ne vois pas les États européens rompre leurs relations, fermer leur ambassade et refuser de parler au régime iranien actuel dans les prochaines semaines. Mais ça peut changer, parce que comme je vous l'ai dit, il faut se rappeler que le président Macron rencontrait le président Raïssi 4 jours après le début des manifestations, et 1 mois et demi plus tard, il rencontrait des femmes iraniennes qui sont pour le changement de régime et qui correspondent, si vous voulez, aux demandes des Iraniens de l'intérieur du pays. Ensuite, le problème de la réflexion stratégique ici, et surtout en France,
je pense que c'est beaucoup plus prononcé qu'aux États-Unis, c'est cette animosité vis-à-vis de la diaspora iranienne. Parmi les décisionnaires, c'est-à-dire qu'il y a cette idée comme quoi la diaspora serait émotionnelle, serait non fiable, alors que le Français qui réfléchit sur l'Iran serait plus stable. C'est absurde. Donc il y a cette idée en France qui est très prononcée, forme d'orientalisme si vous voulez, qui est quand même très puissant. Et j'en parle d'autant plus que j'en, d'une certaine façon, bénéficie, parce qu'on va plus s'intéresser à mon avis qu'à un avis d'un Iranien qui connaît pourtant mieux que moi. Donc c'est quand même assez problématique d'un point de vue de quelqu'un qui fait de la recherche en tout cas. Et donc cette peur des manifestants iraniens, parce qu'il y a des manifestations à Paris aussi. Donc au début c'était perçu comme une gêne. Ils gênaient le JCPOA. Donc comme il y avait cette obsession de ce que l'on appelle la religion de l'accord sur le nucléaire, et, si vous voulez, la diaspora, leurs revendications étaient troubler, si vous voulez, l'ordre des relations. Je pense que si le mouvement perdure, continue, la France en tout cas sera un des premiers pays à couper ses relations, puisque quand même le président Macron a reconnu qu'il y avait un mouvement révolutionnaire. C'est le dirigeant qui est allé le plus loin pour l'instant dans les grandes puissances, dans la prise en compte, si vous voulez, de la réalité de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Oui, bonjour. Vous avez répondu en partie à ma question, mais justement, moi, ma question, c'est pas qu'est-ce que l'Occident a à gagner, c'est qu'est-ce que l'Occident peut faire, qu'est-ce que l'Occident devrait faire, parce que c'est quand même terriblement frustrant de ne pouvoir qu'apporter un soutien moral, entre guillemets, aux événements et au peuple iranien. Est-ce qu'au niveau moral, pas forcément économique, mais est-ce qu'au niveau moral, au niveau des droits de l'homme, la France est la nation des droits de l'homme, est-ce qu'on devrait faire quelque chose pour aider ce mouvement, et est-ce que ça pourrait avoir un impact? Alors, ce que disent les militants ou les collègues chercheurs, notamment iraniennes, qui sont les premières concernées par le mouvement, il ne faut pas offrir du scepticisme, une espèce de cynisme réaliste, si vous voulez, sur la relation diplomatique. C'est-à-dire, bon, effectivement, en privé, si vous parlez avec des diplomates du Quai d'Orsay, ils vont vous dire, comme je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises, la relation avec l'État iranien est une fin en soi. Donc essayez déjà de faire comprendre à l'opinion publique, mais ça les médias sont en train de le faire, que l'Iran ne se résume pas à la République islamique. Donc déjà c'est un travail énorme. Et il y a aussi un travail de déconstruction sur l'histoire des femmes en Iran. Parce que c'est vrai que ce qu'a dit Pierre est le produit aussi de l'iranologie française. On lui a expliqué que sous le Shah d'Iran, les femmes devaient rester à la maison parce qu'elles n'étaient pas voilées, ce qui est faux, à part pour une toute petite minorité. 90% de ces femmes pouvaient sortir à l'université à Téhéran. Il y avait des femmes voilées en minorité dans la fac de médecine. Ce n'était pas interdit le voile. Donc il y a eu cette idée qui était un mensonge, mais qui est un mensonge perpétué par des académiques. Et ça, c'est très grave. Et donc, ce que je dis toujours, ce mouvement, c'est à la fois une conquête et une reconquête. Donc, essayez de ne pas politiser. Ce que peut faire l'Occident, c'est éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire pas politiser la question, pas projeter notre situation à nous. Alors, ce qu'on fait typiquement en France, c'est qu'on projette la situation de la minorité musulmane ici sur la réalité en Iran. Et ceux qui soutiennent le mouvement iranien sont d'extrême droite. Voilà. Parce que ça va contre le discours qui, malheureusement, est dominant dans les études iraniennes en France et qui a été une coproduction avec le régime actuel. Et c'est normal. Moi-même, j'étais à Téhéran. Je sais le prix à payer pour l'accès au terrain iranien. Et donc, dans le contrat du chercheur qui travaillait sur les femmes sous la République islamique, il fallait dire que c'était mieux que sous le régime d'avant. Et c'était logique, parce qu'il fallait permettre l'accès, avoir son visa, etc. Et ça, malheureusement, c'est devenu... et donc, il faut demander aux femmes iraniennes qui vivaient sous le Shah d'Iran leur ressenti et demander aux acteurs. C'est ça, je pense, un des efforts à faire. Et arrêter d'instrumentaliser leur combat dans des rivalités politiques internes. Alors, j'ai dit pour les Américains, mais les Français, je pense, que sont très largement au niveau des Américains en termes de narcissisme. Quand on voit les débats politiques, il y a une chanson, je ne sais pas comment il s'appelle, Fromé, je crois, sur France Inter, il a dit, il a fait une petite chanson sur Mola, c'est fini, ça s'appelle la chanson. Et à la fin, il dit on va vous envoyer Sandrine Rousseau. Donc ça, c'est un peu une caricature de ce qu'on fait. Mais voilà, je trouve que c'est un bon résumé de la vision française. Bonjour. Clément, j'étais assez séduit par ta réponse assez tranchante sur le nucléaire. Et j'ai une analyse peut-être un peu
un peu plus complète sur le nucléaire. Je voudrais ta réaction à ça. Simplement, pour le contexte, j'ai vécu en Iran pendant plus de 10 ans, sous le Shah, pendant la Révolution, et encore comme patron du groupe Alstom en Iran, sous Khatami et Ahmadinejad. Sur le nucléaire, je pense que c'est un faux argument qui est utilisé par chaque parti, chaque intervenant à ses guises. Les Américains veulent utiliser le nucléaire tout simplement comme un vecteur de changement de régime. Les Européens veulent l'utiliser, pour maintenir un contact, un débat, un discours avec l'Iran et pouvoir utiliser ça comme un vecteur de leurs ambitions dans le domaine du droit de l'homme, et donc d'essayer d'utiliser ça comme comment dirais-je, comme un levier pour leurs ambitions en droit de l'homme. Israël, par exemple, je pense que l'Israël utilise la question nucléaire tout simplement pour détourner d'une manière, de détourner au niveau international l'attention sur ces problèmes domestiques. Donc, le nucléaire, pour moi, ce n'est utilisé pas à l'extérieur de l'Iran que par, comment dirais-je, comme un outil des ambitions individuelles de chaque parti. Et en Iran, c'était utilisé, et très peu avant Ahmadinejad. Par Ahmadinejad, c'était utilisé comme un point de ralliement national. Voilà. Est-ce que cette soucisement te semble raisonnable? J'ai rien à juste ajouter, parce que comme je fais mon habilitation à diriger des recherches, j'ai un professeur dans mon comité qui a travaillé sur cette question. Et il a un concept intéressant pour toi. C'est Ali Ansari. Il parle de boutique nationalism. Le nationalisme de boutiquier, je sais pas, en anglais, il dit boutique nationalism. Et il dit oui, parce que en fait, les mollahs étaient contre le nucléaire. Donc tu as bien raison de préciser que c'est Ahmadinejad qui a voulu faire le lien avec le nucléaire pour récupérer l'histoire de Mossadegh, alors que ça n'a rien à voir. Les mollahs ont interrompu le programme nucléaire en 79 quand ils sont arrivés au pouvoir, et ils redémarquent en 82-84. Et dans l'idéologie du régime, le nucléaire était perçu comme un traité inégal avec l'Occident. C'est ce que Henry Kissinger appelait le recyclage des capitaux. Après la crise du pétrole, pour compenser la facture énergétique, il fallait vendre des réacteurs nucléaires aux pays en développement. Et donc le nouveau régime anti-impérialiste arrive et déconstruit tout ça. Et donc c'est vraiment par opportunisme. C'est ce qu'Olivier Roy appelle l'islamo-nationalisme, qu'ils ont récupéré cette question nucléaire. Et ensuite, tous les États dotés vont instrumentaliser la question nucléaire, les non-alignés aussi. Je l'ai vécu là à New York, à la conférence de révision du TNP, qui devait avoir lieu en 2020, qui a été reporté jusqu'en 2022 pour le Covid. Le JCPOA était vraiment comme une religion. C'est-à-dire qu'il y avait les États qui citaient le JCPOA. Voilà. Alors qu'il était mort, le JCPOA. Enfin, il ne fonctionne plus, cet accord. Mais par contre, dans toutes les déclarations, il y avait une mention. Parce que je pense que les États ont plus de facilité à se positionner sur des questions techniques, finalement, par compétence, il y a une dimension bureaucratique aussi là-dedans qui est très forte, je pense. Et après, une instrumentalisation politique en fonction des statuts des différents États. Et donc pour l'Iran, c'était pour ce régime de faire revivre le non-alignement, le tiers-mondisme. C'est ce que dit Olivier Roy sur la révolution iranienne. Il dit que c'est une révolution tout autant tiers-mondiste qu'islamiste. Et donc ils ont vu cette opportunité, soit Ahmadinejad, pour revivifier, réactualiser le logiciel. Mais ce n'était par opportunisme. C'est pour ça que je pense que pour le régime actuel, le nucléaire est vraiment une monnaie d'échange, un moyen de chantage même, je dirais, vis-à-vis de l'Occident. Et notamment, en ce moment, ils disent, regardez, négocier le nucléaire. Ils disent aux autres États, ne perdez pas votre temps avec les manifestants. Donc c'est un instrument de manipulation des États occidentaux également. Si vous avez un mot de la fin à dire, c'est maintenant, Clément. Non, c'est bon. Je pense que
Oui, le rôle des chancelleries européennes dans cette... Et puis tous ces parlementaires, effectivement, ces dernières années, que ce soit au Canada, dans les pays scandinaves. Oui, alors je redis ce que vient de dire Neda, parce qu'on ne pouvait pas l'entendre. Effectivement, la conclusion d'un article que vient de faire paraître Clément finit sur la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce mouvement, l'Europe a peut-être saisi quelque chose. Allez, on finit sur une note d'espoir. Oui, alors l'Europe a pris en considération, j'ai dit la France c'est le pays qui est allé le plus loin actuellement sur la scène internationale dans la prise en considération de ce mouvement. Est-ce que pour autant ils ont abandonné l'idée de maintenir la relation pour négocier plus tard le nucléaire? Non, très clairement. C'est une pause pour eux. Ils voient ça comme une pause en attendant de voir de manière très prudente comment va évoluer le mouvement. Est-ce que le régime va réussir à se maintenir? Est-ce qu'il y aura encore une répression forte? Et en fonction du contexte, ils reprendront les négociations ou pas. Mais ce qui est nouveau, c'est que le risque réputationnel de fréquenter le régime iranien, et c'est ça la victoire des manifestants et de la diaspora iranienne, est trop élevé actuellement pour poursuivre le jeu nucléaire avec le régime qui se sert du nucléaire pour légitimer la stature du régime sur la scène internationale et aussi montrer en interne qu'ils sont capables de régler des questions complexes. Et donc, pour l'instant, le régime ne parvient plus à utiliser cette question nucléaire dans ses relations avec les États européens. Ce sera vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup Clément.